Daniel, en fait, va nous raconter son expérience au sein de ce derb à Marrakech. Donc, il est architecte actuellement basé à Marrakech et professeur à l'ENAM, donc l'école d'architecture de Marrakech. Avant cela, il était architecte en France à Montpellier pendant plusieurs années et également professeur à l'ENSAM, donc qui est l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier. Et ce qui va être intéressant, enfin moi ce que je trouve intéressant dans ta présentation, c'est que tu nous racontes voilà cette expérience, l'expérientiel, en apportant voilà je pense des touches et des concepts que le professeur d'architecture que tu es aussi peut donner. Donc c'est vraiment ce lien entre l'expérience et le concept, moi qui m'intéresse particulièrement. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup Halima. Avant de commencer, j'aimerais remercier l'association Almunia, Monsieur Jafar Kansoussi, qui m'a fait l'honneur de m'inviter à ce colloque. Je remercie aussi Serge Santilli qui m'a appelé pour me proposer cette intervention. Donc j'avoue qu'au début, je me suis pas senti légitime puisque je ne suis pas expert, je suis juste architecte. Mais il m'a dit quelque chose de très intéressant. Il m'a dit, oui, mais tu habites dans la Médina. Donc, voilà, c'est à ce propos que je veux vous présenter ma Médina, mon derbe, et les raisons pour lesquelles j'ai décidé de venir m'installer au Maroc et de vivre en Médina et de vivre dans un derbe. Ma présentation va se présenter en deux parties. Il y a une première partie qui va être un petit peu plus technique, architecturale, urbaine, et une deuxième partie qui va être plus humaine, plus sociale, plus sociologique. Alors on peut commencer. Voilà, avant de vous parler de mon quartier, je vais d'abord vous parler de mon désir de m'installer au Maroc. Ma maman est née à Casablanca et elle faisait partie de ces Espagnols qui ont fui le régime de Franco pour trouver refuge au Maroc. Et moi, je ne suis pas né au Maroc. Elle s'est mariée avec mon papa, qui est lui espagnol originaire de Tarifa, donc cette ville que l'on voit en face de Tanger. Et je m'amuse toujours à dire que je suis le produit de la Méditerranée, hein, ce lien entre le Maroc et l'Europe et l'Espagne. Donc depuis mon enfance, hein, je venais souvent au Maroc et j'ai toujours dit à ma maman, bon déjà je comprenais pas pourquoi elle était partie du Maroc, et je lui ai toujours dit je retournerai vivre au Maroc. Donc ce projet d'installation au Maroc est en moi depuis ma plus tendre enfance. J'ai réussi à convaincre ma femme, qui est aussi architecte et également enseignante, de partager ce rêve avec moi. Donc l'an dernier, on a décidé de venir s'installer au Maroc et plus particulièrement à Marrakech. Donc on s'est posé la question, où vivre à Marrakech? Donc c'était sûr qu'on devait s'installer en Médina. Pour moi, c'était une évidence. Donc je vais essayer de vous expliquer les raisons profondes de cette envie de Médina et pourquoi vivre dans un derbe. Donc voilà mon derbe. J'aime bien mettre cet adjectif, c'est mon derbe. Même si on est 15 maisons à habiter ce derbe, il est maintenant familier, il fait partie maintenant de moi et je fais partie de lui.
c'est un véritable projet de vie. Et on a visité plusieurs quartiers tout au long de nos séjours au Maroc, avec ma famille, avec ma femme, avec mon fils. Et on a visité plein de quartiers. Et rapidement, on s'est rendu compte que la partie nord de la Médina était... donc c'est le quartier de la Zaouïa Sidi Bel Abbès. C'est un quartier qui nous semblait correspondre à nos exigences, à notre mode de vie. Alors c'est marrant parce qu'au début, quand je demandais au taxi de nous amener dans ce quartier, il ne comprenait pas. Il me disait « mais non, il faut que je t'amène à la place Jemaa el-Fna ». Je disais « non, je ne veux pas aller à la place Jemaa el-Fna, je veux aller Bab el-Khmis ». Donc il me disait « mais il n'y a rien là-bas ». Je disais ben, « si, je crois qu'il y a tout ». Donc on insistait et puis on s'est familiarisé avec ce quartier. Donc pour nous, c'était une évidence. Voilà un zoom sur la Médina et sur le quartier Sidi Bel Abbès. Donc on habite dans un derbe qui n'est pas très grand et qui est dans la Zaouïa Sidi Bel Abbès, rue Sidi Hanem. Et on a commencé à le découvrir en même temps qu'on s'y installait. Voilà le derbe, la localisation de ce derbe. Donc on est vraiment entre Bab el-Khmis et la Zaouïa. Un petit peu plus bas, vous avez Bab Tarzout. Donc c'est une rue qui est particulière puisque c'est une impasse. Au bout de cette rue, il y a la Zaouïa. On ne peut pas y circuler en voiture, on ne peut pas la traverser. Donc du coup, ça donne un côté plus piéton à cette rue. Et c'est un quartier qui est très familial et tranquille. Donc pourquoi nous avons décidé de nous installer en Médina et pourquoi vivre dans un derbe? Donc tout à l'heure tu parlais de valeurs. Je pense que c'est la première raison qui nous a poussé à vivre en Médina, c'est que ça répondait à nos convictions. Alors nos convictions d'architectes, puisqu'on est un couple d'architectes, mais aussi de citoyens, et plus particulièrement de personnes qui se sentent responsables face à l'environnement. Donc c'est ce que j'appelle des éco-citoyens. Donc j'ai essayé de résumer en 7 points ces convictions, ces valeurs qui correspondent à mon mode de vie que je n'arrivais plus ou je n'arrivais pas à trouver en France. Donc je suis venu m'installer dans ce derbe. Le derbe, Bernhalti. Donc on a 15 maisons qui sont organisées le long de ce derbe. Avant de vivre dans un derbe, nous avons eu plusieurs expériences de séjour et on s'est toujours senti à l'aise. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, la Médina n'est absolument pas dangereuse. Les derbes ne sont absolument pas des endroits où règne l'insécurité. Bien au contraire, je me suis toujours senti à l'aise et protégé. Voilà ce que j'ai appelé la Médina comme étant pour moi un symbole de ce que j'appelle la ville durable. Je suis enseignant, tu l'as dit, et j'essaye d'expliquer à mes étudiants que la Médina, ce n'est pas seulement le passé,
Ce n'est pas seulement que le patrimoine, bien que le patrimoine est important, c'est aussi un mode de vie qui peut être très moderne. Moderne par sa capacité à vivre plus proche de la nature. Alors c'est un peu paradoxal, mais je vis en Médina, nous vivons en Médina, et j'ai vraiment l'impression de vivre à la campagne, alors qu'on est au plein cœur de la ville urbaine. J'ai vraiment l'impression d'être à la campagne. Je me lève le matin avec le chant des petits oiseaux, avec le chant du coq. J'entends les ânes passer. Donc tu parlais tout à l'heure des bruits, hein, les 5 sens. Donc oui, j'entends les oiseaux. Pour moi, j'ai l'impression de ne plus être en ville et d'être à la campagne. Voilà j'ai essayé de répertorier les 7 caractéristiques qui m'ont fait choisir cette vie, cette nouvelle vie, ce nouveau cadre de vie en Médina. Donc je les ai résumés, il y en a certainement plusieurs, encore plus, mais j'ai essayé de faire le plus simplement possible. Donc, quelles sont ces 7 caractéristiques? Pour moi, hein, ce sont vraiment des convictions très personnelles. Hein. Je veux absolument pas établir ça comme un dogme ou comme une référence. Hein. C'est mes convictions personnelles et particulières, mais très profondes. Donc, la première caractéristique, c'est cette idée du circuit court. Donc, qu'est-ce que c'est que le circuit court? Donc, tout simplement, je fais mes courses. Je vais directement acheter mes produits, mes légumes, mes fruits en fonction des saisons à des petits commerçants qui sont dans mon quartier et qui me proposent des produits tout à fait délicieux et sains. Et je sais que les intermédiaires entre le producteur et moi sont réduits. Donc ça me permet d'acheter pratiquement directement au producteur. Donc ça permet de réduire toutes les émissions de gaz à effet de serre, voilà, le bilan carbone me semble être tout à fait raisonnable, puisque je sors de chez moi et en 10 minutes, je vais acheter mes produits directement au producteur ou à un intermédiaire qui est entre le producteur, l'agriculteur et moi. La deuxième notion, c'est la notion de proximité. Cette proximité, c'est... les gâteaux, c'est important. Shukran. Donc, qu'est-ce que c'est que cette proximité? Donc, c'est comment on se déplace en Médina. Donc, la place de la voiture est vraiment très limitée. Moi, je vous disais, je vais faire mes courses à pied ou en vélo, mais je peux absolument tout trouver à côté de chez moi. Que ce soit les produits ménagers, le pain, les olives, l'huile, les produits ménagers, la lessive, enfin tout est à proximité. Donc on utilise le moins possible la voiture. On a quand même une voiture. On réalise quelques projets à l'extérieur de la Médina, donc on a quand même conservé un véhicule qu'on utilise très peu. Et pour moi, c'est un vrai luxe de pouvoir consommer, faire mon marché, faire
si j'ai besoin d'un outil, si j'ai besoin d'une vis, si j'ai besoin d'un siphon, tout est à côté de chez nous. Alors, il faut savoir aussi que quand on habite en Médina et qu'on a une maison qui a plus de 100 ans, on est tout le temps en train de la réparer, on est tout le temps en train de l'entretenir. Donc c'est important d'avoir ces commerces de proximité qui nous permettent de réparer, de changer une ampoule de manière très simple et très rapide. Le troisième point qui est pour moi très important, c'est le recyclage. Donc je trouve que en Médina, les Marocains sont encore plus forts que les Allemands en Europe pour le recyclage. Je ne sais pas si vous connaissez l'Allemagne, mais ils se disent d'être à la pointe du recyclage. Et vous avez parfois 7, 8, 9 poubelles de couleurs différentes où vous devez mettre le plastique ici, le métal ici, le carton ici. Voilà. Et après, on ne sait pas où ça part. On ne sait pas combien de kilomètres ça fait, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas comment c'est traité. Et j'ai appris au Maroc ce que c'est qu'une gestion des déchets avec un circuit rapide. Voilà, quand j'ai du carton, je l'amène au hammam. Hein. La personne qui est là pour entretenir le four, il prend mon carton, il prend mes bouts de bois et il le met directement au four. Ma bouteille en plastique, je sais où l'amener au petit commerçant qui est à côté et qui fait du produit ménager à l'unité. Le pain que j'ai pas consommé, je le donne je l'appelle Monsieur Pouette-Pouette parce qu'il vient toutes les semaines avec un petit chariot qui fait Pouette-Pouette et c'est lui qui récupère le pain. L'huile de friture, je sais que je dois la mettre à Soufiane. Soufiane, il habite au fond de ma rue. Il récupère l'huile de friture pour en faire du carburant pour les voitures écologiques. Voilà, si j'ai un objet que j'ai cassé, une lampe qui ne marche plus, je ne la mets pas à la poubelle. Je l'amène au voisin. Lui, il sait quoi en faire. Soit il la revend, soit il la répare. Voilà. Donc là, on est sur un principe de recyclage qui est sans intermédiaire. C'est du direct. Et ça, j'avoue que ça me plaît. Parce que je sais où vont les choses, pour qui et à quoi ça sert. Voilà les différents... les produits de compost, ça aussi. En France, j'avais un jardin, donc je gardais mes épluchures de légumes, et tous les restes de repas, tout ça, je les gardais pour mon potager. Vivre en Médina, du coup, on n'a plus de jardin. Donc le compost, je le réserve à Hassan, qui a un petit âne et qui a un chariot et qui s'occupe de transporter les choses dans notre quartier. Donc, toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine, il sait que j'ai un petit sac rempli de légumes pour son âne. Donc, ça aussi, ça me fait plaisir de pouvoir nourrir son animal, son compagnon. Voilà le quatrième point qui est aussi important, mais ça c'est l'architecte qui parle. Vivre dans une maison en Médina qui a été construite avec des techniques de construction traditionnelles, ça permet de vivre dans une maison avec des matériaux biosourcés, c'est-à-dire je sais exactement la provenance de la terre, des pierres, des charpentes, du bois. Tout ça, c'est une économie locale. Donc ça permet bien sûr d'avoir une empreinte carbone réduite. Ça permet aussi d'avoir une maison beaucoup plus saine et beaucoup plus proche de mes convictions. Le cinquième point, c'est un point qui est très important pour moi, c'est l'inertie thermique de ma maison.
l'épaisseur des murs, la constitution des murs, avec ces murs en terre et en pierre recouverts de chaux, permet d'avoir une inertie dans la maison. C'est-à-dire que l'été, il fait frais. C'était important pour moi aussi en tant qu'enseignant qui explique ce genre de choses à mes étudiants, de vivre dans ces maisons qui respectent ces valeurs et d'expérimenter par mon corps le fait de vivre en Médina. Donc cet été, il a fait encore très chaud à Marrakech. Les températures ont dépassé les 46, 48. On a frôlé les 50, même parfois au-dessus de 50. Dans mon patio, il faisait 30. Allez, 32 maximum. Sans climatisation. C'est un rafraîchissement naturel. Donc, c'est agréable. Donc, j'essaye de vivre un peu comme les Marocains. L'été, je vis au rez-de-chaussée. Et puis, l'hiver, pour me réchauffer un peu, je me rapproche un peu plus du toit. Et l'hiver, on profite de ces toitures ensoleillées. Même s'il fait froid, on profite du soleil. Le 6e point, qui est aussi pour moi important, c'est la frugalité. Donc, la frugalité, c'est plus qu'un mode de vie, c'est une philosophie. C'est comment vivre plus simplement, en supprimant le superflu et en se consacrant vraiment à l'essentiel. On a vendu notre maison en France. On a été, avec ma femme Dorine, choqués par le nombre d'objets, la quantité de choses qu'on accumule au fil des années. Donc, on a énormément donné de choses, on a vendu, on a jeté tous ces produits de consommation qu'on accumule au cours de 30 ans de vie. Et au final, on se rend compte qu'on n'en a pas besoin. Donc, vivre en Médina, c'est vivre aussi avec des contraintes d'espace, puisque l'espace est réduit. Donc, on va très vite à l'essentiel. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir 4 télés, pas besoin d'avoir 12 canapés. Voilà, on se contente de peu quand on est en Médina, et ça, c'est une leçon de vie. Et on se rend compte que le reste n'est pas utile. Le 7e point, et je vais terminer cette partie sur ça, c'est la densité. Donc on est en Médina, on est dans une urbanité où il y a beaucoup de maisons. Donc j'ai quelques chiffres que j'ai trouvés où on est sur une densité minimale en Médina de 350 habitants à l'hectare. Donc ça correspond à peu près à quelques cinquantaines de personnes en plus pour Guélise, pour une surface beaucoup plus importante. La Médina de Marrakech, c'est 600 hectares, alors que l'agglomération de Marrakech, c'est 230 km². Donc cette densité minimale est pour moi importante pour mes convictions d'architecte et d'urbaniste. C'est comment éviter ce que tu disais, l'étalement urbain. Comment on peut vivre en construisant la ville sur la ville, c'est-à-dire comment on peut redensifier cette Médina, parce que ce que je me suis rendu compte en y habitant depuis maintenant 1 an, c'est que, et en la parcourant tous les jours, c'est qu'il y a énormément de maisons vides, énormément de terrains vacants, de maisons écroulées bien avant le séisme. Et je pense que c'est le danger de la Médina. Alors, on a un fils dentiste qui, lui, sait très bien que quand il manque une dent dans la mâchoire, toutes les autres dents bougent.
Donc, le réflexe du dentiste, c'est de vous proposer une prothèse, un implant, pour éviter que les dents bougent. Donc, les maisons de la Médina, c'est exactement la même chose que notre dentition. Elles sont toutes agglomérées les unes contre les autres. Donc, elles se soutiennent les unes aux autres. Donc, dès qu'on a une maison qui est écroulée, c'est les 4, voire les 6 maisons qui sont autour qui bougent. Donc, je pense qu'une des premières actions que devrait avoir la municipalité, le gouvernement ou les acteurs de l'urbanisme, c'est d'abord de réparer toutes ces dents creuses, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça en architecture et en urbanisme, pour éviter que toutes les autres maisons mitoyennes soient en danger. Pour terminer, pour ne pas être trop long, et pour moi c'est la partie la plus importante de ma présentation, c'est ce que j'ai appelé la Médina et le réseau social. Alors, ce n'est pas le réseau social comme Twitter, X, Instagram, Facebook ou les autres réseaux sociaux que vous connaissez. C'est le véritable réseau social, celui qui me fait vivre maintenant. Pour moi, c'était important, on a eu plein de présentations sur la Médina, pour moi, c'était important de mettre des visages sur la Médina. Donc, oui, effectivement, la Médina, c'est un patrimoine, c'est une histoire, mais c'est surtout des gens. C'est surtout des habitants, des visages, des usages, des sourires. Donc là, vous avez Mohamed et son fils Rachid, qui me fait le plaisir d'être là. Ce sont nos voisins qui nous ont accueillis. Ils m'ont appris ce qu'était l'hospitalité et l'accueil. Voilà notre voisine. Donc, Mohamed, il est à gauche. Thérèse est à droite. Donc, elle habite ce quartier-là depuis très longtemps. Ça a été aussi une personne très importante pour nous, puisqu'elle nous a présenté tout le monde, les commerçants, les habitants, les voisins. Donc, on a été bien entourés pour cette aventure, hein, puisque changer de pays, changer de vie, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Hein. Quitter ses amis, sa famille, son travail, on l'a fait, mais voilà. C'était important qu'il y ait des gens qui soient là pour nous accueillir. Voilà Saïd, hein, qui est le petit commerçant, le grand commerçant, qui est juste à la sortie de notre derbe et voilà, avec qui on peut discuter, on peut, voilà, si on a besoin d'un conseil, d'une aide, bien sûr, il est là pour vendre des choses, mais il est surtout là pour faire en sorte que vous vous sentiez bien. Voilà, Mohamed, donc, qui passe pratiquement 7 jours sur 7 dans son petit atelier. Donc, il est fier de son travail. Il est toujours souriant. Il travaille le bois. Hein, il confectionne il sculpte du bois pour faire des pics à brochettes que vous retrouvez après dans les souks. Donc, c'est là où ces pics à brochettes sont fabriqués. Ce qui est troublant et vraiment, c'est une leçon de vie à chaque fois que je le vois, c'est qu'il est tout le temps content. Il est tout le temps en train de sourire. Pourtant, il fait un métier pénible, hein, être dans 5 mètres carrés, mais il a toujours le sourire. Donc le matin, quand je le croise, il m'invite, on boit le thé, on mange un petit gâteau, on discute. Et ça fait partie des petits bonheurs simples qui me font aimer ma vie en Médina. Voilà Bachar qui lui s'occupe du four, du hammam. Hein. C'est la personne à qui j'amène le bois, le carton,
Donc quand j'ai voulu le prendre en photo, il m'a dit non, non, attends, le four, il n'est pas allumé. Mais je lui ai dit non, mais c'est toi qui est important pour moi, c'est pas ton four. Mais lui aussi, c'est un héros de notre quartier, puisqu'il est là dès 6 heures du matin jusqu'à 22, 23 heures pour que le hammam soit toujours chaud. Donc c'est lui qui alimente le four, hein, le feu. Voilà les épiciers, donc pour acheter les olives, les zitoun, le khlil, les petits sandwichs. Donc c'est aussi l'attraction, hein, du quartier. C'est un quartier très familial, il y a beaucoup d'enfants et à la sortie de l'école, c'est incroyable le monde qui attend pour acheter ces sandwichs qui sont délicieux. Et il a toujours le sourire, il a toujours, voilà, je me sens toujours bien accueilli par ces gens. Voilà, Youss, un petit jeune qui, avec son frère, nous prépare le pain tous les jours. Le pain, il est délicieux. Là, il est parti, il a pris quelques vacances, heureusement pour lui, cet été. Et j'avoue qu'il m'a manqué parce que même si j'ai trouvé d'autres fours, son pain, il est vraiment exceptionnel. Et il ne parle pas beaucoup français. Et moi, malheureusement, je ne parle pas encore le darija. L'arabe, je vais remédier à ça parce que je sens que j'en ai besoin. Et voilà, son pain est exceptionnel. Alors, voilà, je vous disais, j'habite dans un quartier, dans un derbe, donc dans une vieille maison. Donc à chaque fois, on a besoin de réparer. Il me faut un peu de ciment, un peu de plâtre. Voilà, donc j'ai le roi Merlin, mais ancienne génération, à côté de chez moi. Pas besoin de prendre la voiture. Si j'ai envie d'acheter juste un tout petit peu de plâtre, c'est possible. Et cet homme est exceptionnel. Il est tout le temps en train de sourire. Il est tout le temps, il est radieux tellement il a la joie de vivre. Bon là, il sourit un peu moins parce qu'il était impressionné par la photo. Mais voilà, tous les jours, il est là en train de poncer. Alors c'est le peintre pour les motos, les scooters qui sont abîmés. Donc il les démonte, il les ponce, il les repeint. Il fait ça toute la journée et il est toujours content. Oussama, c'est le phénomène du quartier. Il est toujours souriant, il fait des tangias merveilleuses. Donc on se crie comme ça dans le quartier, Oussama, ça va? Oui, Dan, ça va? Et il est vraiment adorable. Alors pendant la Coupe du Monde, on vivait les matchs et les victoires du Maroc avec beaucoup d'intensité, on se sautait dans les bras. J'étais triste quand le Maroc a perdu contre la France. Je lui ai dit, franchement, vous méritiez d'aller en finale. Mais il m'en veut pas, il m'a dit la prochaine, c'est pour nous. Je lui ai dit, Inch'Allah. Abdelzak, alors lui c'est le plombier du quartier. Alors, si j'ai un problème de cumulus, d'évacuation, de siphon, je vais le voir. Il me dit pas de problème, mouchi, hop, il me trouve la pièce qu'il me faut, il m'explique comment réparer. Il me dit mais si tu veux, je viens chez toi, je le fais. Je dis écoute, tant que je peux le faire, je le fais. Si j'y arrive pas, je viens te demander de l'aide. Il est adorable. C'est aussi un grand personnage de mon quartier. Mustapha, alors je l'appelle Mustafer, parce que c'est l'homme de fer. Hein, vous lui donnez un dessin, il vous le fait. Hein, vous avez besoin d'une table, d'une chaise, d'un abri, d'une suspente. Voilà, il est toujours souriant, toujours très positif. Et c'est aussi un plaisir de pouvoir s'arrêter, discuter avec lui de tout et de n'importe quoi, mais de l'essentiel. Rachid, lui aussi, d'habitude, il est très souriant, mais là, la photo l'a impressionné. Donc, il s'occupe du pressing
de notre quartier. Donc voilà, si vous voulez lui amener une couette, une couverture, une veste, un blouson, il le lave et c'est nickel, c'est bien repassé. Je sors de chez moi, je sors du Derbe, c'est quasiment en face. Donc c'est un privilège pour nous d'avoir des commerçants aussi dévoués à côté de chez nous. Voilà, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Je lui amène des bouteilles vides, hein, et lui s'occupe de les remplir avec du produit vaisselle, avec du produit de lessive, pour ceux qui veulent acheter à l'unité. Et c'est ce que j'appelle le circuit court du recyclage. Lui, il récupère le pain, c'est Monsieur Pouette-Pouette. Hein, il passe dans le quartier avec son petit Pouette-Pouette. Donc, il récupère le pain, il récupère le plastique, toujours avec le sourire. Hassan, donc là, lui aussi, il est tout le temps en train de sourire, mais là, la photo, ça l'a impressionné. Avec son âne, donc il s'occupe de transporter les matériaux. Donc, vivre en Médina, c'est très contraignant parce que les rues sont très étroites, donc les camions ne passent pas. Donc, on utilise beaucoup l'âne et son chariot pour transporter les matériaux et on le croise tous les jours, même plusieurs fois par jour. Donc, on lui récupère les épluchures de légumes pour son âne et il est très content. Voilà, un peu de jeunesse, Saïtan, donc c'est la promesse du football marocain. Donc, il me raconte toujours ses exploits footballistiques. Hein, il me montre des vidéos. Regarde le but que j'ai marqué. Donc, il est toujours très souriant. Voilà, les enfants du quartier. J'ai compris, ils sont regroupés par secteur, hein, en fonction du Derbe. Donc, là-bas, plus loin, là, c'est le secteur de Tarzout. Donc, c'est d'autres enfants. Vers Bab el-Khmis, c'est d'autres enfants. Voilà, Mohamed et Imran. Donc, aussi des enfants adorables. Donc, au début, quand on est venu habiter ce quartier, on ne se connaissait pas beaucoup et ils venaient souvent nous demander un dirham, un dirham, un dirham. Donc, je me suis assis, je leur ai expliqué, je leur ai dit non, je ne vais pas vous donner un dirham à chaque fois que je vous vois. Et sinon, il va falloir que je donne des dirhams et des milliers et des milliards de dirhams à toutes les personnes que j'aime, et j'en aime beaucoup. Donc, par contre, je leur fais des cadeaux. Voilà. Là, ils ont tous les deux un maillot de foot qui appartenait à notre fils, qui maintenant est grand, que j'ai gardé. Je ne sais pas pourquoi, maintenant je sais pourquoi je les ai gardés. C'est pour faire plaisir à ses enfants. Voilà, Aïcha, qui est notre perle, hein, qui vient entretenir notre maison. On me dit souvent, c'est ta femme de ménage. J'ai du mal à la qualifier comme ça. Je pense qu'elle fait plus partie maintenant de notre famille, hein, puisque la personne qui entretient la maison, elle rentre dans votre intimité. Donc, ma maman faisait des ménages, donc je sais ce que c'est que ce rapport entre la personne qui emploie et la personne qui fait l'entretien. Donc, elle est toujours souriante et c'est un plaisir quand elle vient à la maison, ça sent bon. On adore Aïcha. Myriam, donc c'est la maman de Rachid, donc la femme de Mohamed. Donc c'est une personne simple et modeste, et ça la rend si belle. C'est une personne attachante. Donc j'ai encore du mal à communiquer avec elle, mais bientôt le Darija va me permettre de pouvoir mieux partager des moments avec elle. Donc là, elle nous a invités au tour. Donc ça a été aussi notre premier ramadan dans le Derbe. Donc partager un repas avec cette famille, ça a été un des moments les plus beaux de ma vie. Et la suivante.
Ah, ça c'est notre petit amour, c'est le petit frère de Rachid, donc Mouslim, hein, qui est fier avec c'est l'Aïd, donc il a eu son nouveau vélo, ses nouveaux habits. Il est très beau et il est adorable. Voilà, pour terminer, c'est Mustapha, c'est notre voisin. Donc après Mohamed, c'est une personne très importante pour nous. C'est devenu vraiment un ami. Et voilà, je voulais terminer avec cette photo. Je vous remercie.